Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Dans un fauteuil, nous allons recevoir une personnalité du monde économique et politique, Jean-Claude Vollot, qui est aussi le président de l'Agence pour la création d'entreprises. Nous allons découvrir son parcours, son histoire et ce qui fait qu'il est devenu aujourd'hui cet homme si reconnu. Nous allons le recevoir. Jean-Claude Vollot, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Claude, on va faire un petit tour un peu dans votre histoire, dans votre passé. Vous faites partie du baby-boom, vous êtes né après la guerre. Ah, parfaitement, 49, oui. Voilà, et donc vous avez connu donc la période un petit peu où on essayait de reconstruire, rebâtir un peu la France. Oui, c'était, bien sûr. Je ne sais pas si j'en étais très conscient jusqu'à l'âge d'adulte. Mais c'était effectivement cette époque prospère où les gens ne se posaient pas très de questions sur le passé, beaucoup plus sur l'avenir, et ce n'était pas un avenir trop inquiétant. Oui, je me souviens de ça, oui. Alors vous êtes un enfant du baby-boom et maintenant vous êtes un papy, vous faites partie du papy-boom? Oui, papy-boom, oui, tout à fait. Vous êtes Gémeaux? Je suis Gémeaux-jumeaux. Oui, tout à l'heure vous disiez Gémeaux et maintenant Gémeaux. Mais est-ce que quand on est Gémeaux, d'abord, est-ce que vous croyez à l'astrologie puisque... Non, ça me fait rigoler, j'y crois pas du tout. Je, comme tout le monde, je lis tout de même de temps en temps pour rire ce qui peut être écrit dans la presse sur le sujet, mais je ne vois pas du tout l'intérêt de ça. Et votre adolescence, vous l'avez vécue où? Dans l'Est? Une adolescence dans un milieu modeste avec 8 enfants, dans l'Est, oui. Bien sûr, une grosse famille, avec 7 sœurs, pas de frères. Vous êtes issu d'une grande famille, oui. Voilà, avec un père très strict, comme on a dans l'Est souvent, très dur. Protecteur, certes, pas affectueux, mais éducateur aussi. Bon, il vous a transmis des valeurs? Beaucoup. Intégrité, engagement pour les autres, en fait. La gratuité de l'acte, le bénévolat, et puis de la rigueur aussi. Bon, j'ai pas toujours été d'accord avec lui, loin de là, mais bon, je pense que dans ce que je suis aujourd'hui, il y a beaucoup contribué. Vous étiez le seul garçon dans la famille, alors? Oui, seul garçon. Et vous êtes le seul, donc, qui a transmis le nom, alors? Oui, tout à fait, le seul qui a transmis le nom, oui. Ouais. À un garçon. C'est une lourde responsabilité. Oh non, transmettez le nom, ne transmettez pas, c'est pas important. Vous savez, avoir des filles, je pense que si ça vous rend heureux, c'est pas un souci. Hein. Transmettre le nom. Puis aujourd'hui, le législateur permet de transmettre le nom aussi des filles. Non, c'est pas un problème pour moi, ça. Et puis vous avez été étudiant. Vous avez fait vos études où? Alors j'étais au lycée à Épinal, une école d'ingénieur à Metz, puis à Paris. Voilà, donc j'ai fait des études, j'ai arrêté à 24 ans, date à laquelle je suis devenu entrepreneur. Je m'étais dit que j'aurais jamais de patron. Et la seule solution, c'était d'être patron moi-même. J'ai souvent dit ça. Vous avez connu Séguin ou non, à Épinal, non? Ah, Philippe Séguin, je ne l'ai pas connu à Épinal, mais parce qu'à cette époque-là, il n'était pas à Épinal, quand j'étais lycéen, mais moi je l'ai connu à Paris, et je ne sais pas pourquoi vous me parlez de Philippe Séguin, mais j'ai adoré Philippe Séguin, et j'ai été, au moins sur le plan intellectuel, très proche de lui, oui, ça c'est clair. Hein. Et la politique, ça... Pourquoi vous me parlez de Séguin, au fait? Parce que vous avez dit Épinal, et que je sais qu'il était maire de Séguin. Ah ouais, parce que je suis aussi né dans une famille de gaullistes de progrès, comme on le disait, ou gaullistes de gauche. Mon père a toujours été fidèle à De Gaulle, et donc je suis né là-dedans. Et la politique, ça vous a tenté, la politique? Je ne suis surtout pas fait pour faire de la politique. Moi, je suis vraiment l'archétype du socio-professionnel. Je ne suis pas fait pour la politique. Psychologiquement, ce n'est pas mon profil. Et d'ailleurs, si je ne me suis pas engagé, c'est certainement pour ça aussi. Parce que vous êtes trop indépendant? Indépendant, puis moi je dis les choses, si vous voulez, en politique, il faut toujours prendre les bonnes méthodes, il faut savoir patienter, vous connaissez les caractéristiques politiques, c'est pas du tout mon profil. Moi, c'est le profil de l'ingénieur, chef d'entreprise, efficacité maximum. Et je pense que jeune, j'étais déjà comme ça. Mais vous aviez envie très tôt de créer une entreprise, enfin d'être indépendant?
Vers quel âge ça vous est Quand venu? j'ai fait mes stages d'étudiant, d'élève ingénieur, où je travaillais pendant les vacances parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison, donc voilà, il fallait travailler, ça aidait. Je me suis rendu compte que dans j'étais très critique de la hiérarchie. Et puis, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je serais capable un jour de supporter des hiérarchies, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je simplifie en disant que j'avais juré de jamais être patron. Si j'avais pas eu de toujours être patron, mais si j'avais pas eu d'autre solution, j'aurais été salarié, en fait. Mais la relation avec la hiérarchie était assez difficile. La seule solution pour ça, c'est d'être patron, n'est-ce pas? Ce qui n'exclut pas que vous soyez un bon manager. Vous êtes un électron libre. Plutôt, oui. Et vous avez vécu tout au long de votre vie comme ça, en électron libre? Oui, vraiment oui. Et la vie m'a permis de l'être. Oui. Même aujourd'hui, vous savez, je fais des choses dans l'organisation de l'État, puisque je suis un socio-professionnel engagé auprès de l'État, auprès de différents ministres d'économie, de l'industrie, des entreprises, des PME et autres, ou du chez le Premier ministre. Mais malgré tout, ce qui est formidable, c'est que je fais tout ça en toute liberté. Je fais attention, évidemment, à ce que je dis et je fais, mais vraiment en toute liberté. Ça, c'est assez formidable. Je ne reçois pas de l'ordre de Matignon ou de l'Élysée ou de Bercy me disant « tu fais ci, tu fais ça ». Non, pas vrai. J'exerce vraiment ce que je fais, mon poste de médiateur en toute liberté, comme celui d'ailleurs de président du conseil de la PCE ou mes activités au commissariat général d'investissement. C'est vraiment là-dessus, si vous voulez, je n'ai pas Vous vous considérez comme un homme libre? C'est difficile. C'est quoi libre, hein, la limite? Mais oui, libre, oui. Libre, oui. Dans la limite ou la liberté, hein, c'est votre limite de votre liberté, c'est quand elle rentre dans la liberté des autres. Mais non, plutôt libre, oui. Et alors, cette valeur de la libre entreprise, c'est quelque chose qui vous tarabuste depuis des années. C'est vraiment un leitmotiv chez vous. Oui. Bien que je sois un grand adepte de la régulation. C'est-à-dire un système libre comme ça ne peut fonctionner que si les règles et les lois sont appliquées. Vous savez, souvent je dis, surtout maintenant, je vais vraiment creuser à fond le problème de relations entre les entreprises. Un système libéral comme le nôtre ne peut fonctionner correctement si on respecte les règles. Je suis aussi entrepreneur américain aujourd'hui, puisque j'ai une entreprise en Floride. Pays du libéralisme par excellence. Oui, sauf que lorsque vous ne respectez pas les règles, vous avez très rapidement vous retrouvez derrière les barreaux chez le shérif. En France, pays que l'on croit absolument contraignant, avec un État contraignant, il n'y a pas pays plus permissif que la France. Alors ça, c'est inouï. Et dans ce que je fais actuellement, je le vois quand même. Quand vous avez des quantités d'entreprises qui ne respectent pas la loi tous les jours dans la relation avec les entreprises, c'est tout de même assez stupéfiant. Mais c'est quand même comme ça. Bon. Donc, système libre, entreprise libre, oui, mais évidemment dans le respect des règles. C'est important. Capital. Et alors, quels sont vos hobbies? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, à part la libre entreprise, hein? Ouais. Plus jeune, ça a été le rugby tout de même. Ça, le rugby, et même aujourd'hui, je ne raterai jamais un grand match de rugby, jamais. C'est comme une sorte de religion. Et c'est un jeu absolument magnifique. Sens du collectif, puis plein de symboles dans le rugby, bien sûr. Alors, le rugby, ça m'a beaucoup occupé. J'ai été pilote privé avion, avec diverses qualifications. J'ai joué 17 ans au golf, en même temps que le rugby et après le rugby. Ça, c'est important aussi. Et puis, depuis très longtemps, je suis collectionneur d'art contemporain. J'aime beaucoup la littérature. Je suis un fada de Céline, je dois vous dire, hein, mais d'autres écrivains aussi. Et si justement, vous deviez partir et emporter un livre avec vous dans une île déserte, vous savez lequel? Voyage au bout de la nuit, probablement. Par exemple. Et si vous deviez emporter un disque, laser ou vinyle, peu importe. Un disque, probablement 5e concerto pour piano de Beethoven. Beethoven. Alors l'art contemporain, c'est venu comment? Quelque part, le collectionneur, il va faire son œuvre avec celle des autres, vous voyez. Bon. Et c'est cette histoire, mais il faut être naturellement collectionneur. J'ai appris récemment qu'il y a le quart des Français qui sont collectionneurs de tout.
Et alors, vous avez combien comme ça de tableaux comme ça? Plus de 1200. Combien? Plus de 1200. Oh là là. Oui, évidemment. On doit être au chiffre 1240, je crois. Et alors, c'est stocké quelque part? C'est présenté? C'est stocké beaucoup dans une abbaye qu'on a restaurée, ma famille et moi, oui. que j'ai acheté il y a une petite dizaine d'années, qu'on a restaurée et pour mettre à disposition du public cette collection. Et vous avez déjà pensé à votre succession? Vous avez déjà organisé un peu les choses? Dans l'entreprise? De tout? Pour l'entreprise, ma fille, mon fils sont dans le cadre de la loi du Trade 2, mes successeurs. Est-ce que vous pensez à la mort? Moi, j'y pense depuis tout le temps, mais j'ai aucun problème avec la mort. Hein. Quand on aime l'expressionnisme comme forme d'art, ça veut dire qu'il y a bien longtemps qu'on a réglé le problème avec la mort. Hein. Ce n'est pas une vantardise. Hein. Ça ne me fait aucun souci. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait avant votre mort? Si vous deviez faire une liste de choses. Très sincèrement, je ne me pose pas la question. Je ne sais pas, un saut en parachute, par exemple. Je l'ai fait. Vous l'avez fait, bon. Plongée sous-marine, je l'ai fait. Piloter, je l'ai fait. Bateau, je l'ai fait. J'ai l'impression parfois que j'ai vécu 3 fois. Vous savez. Souvent, je me dis, mais je dois avoir, moi, pas 60 ans, mais 180. Non. Vous n'avez pas un regret, quand même? Quelque chose que vous auriez aimé faire un jour, que vous n'avez pas fait? Un acte manqué, je ne sais pas. Parfois, je me dis, tiens, j'aimerais faire la cuisine. Bon, c'est pas essentiel. Hein. Il y en a qui la font tellement mieux. Non, très sincèrement, je dois peut-être que je suis pas normal. Non, j'ai pas de regrets. Parfois, vous savez, quand il vous arrive des événements dont la probabilité est infiniment faible et que vous avez des successions d'événements à probabilité extrêmement faible qui se produisent les uns derrière les autres, vous pouvez vous poser des questions. C'est clair, mais je n'apporte pas de réponse. Je fais que me poser des questions. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui nous dépasse? Les jours pairs, je suis croyant. Les jours impairs, non. Voilà, bon, voilà, ça ne me préoccupe pas non plus. Mon projet, c'est de continuer la mission que je fais pour l'État français et les entreprises françaises de médiation, pour faire en sorte que les Français évoluent culturellement. Ça, c'est très, très ambitieux, hein, parce que la culture, c'est ce qui bouge le moins vite, mais qui bouge, dans l'intérêt des entreprises et de l'écosystème français. Au-delà des fondations, tous les murs et tout ce qui va permettre en fait aux Français d'enfin comprendre que la cupidité, l'avidité, le sens unique, ça ne mène à rien du tout à terme, et qu'il y a plutôt intérêt de créer des écosystèmes intelligents. Donc si j'ai quelque chose, une obsession, c'est celle-là. Hein. Après que mes petits-enfants se portent bien, ça c'est évidemment capital. Bon, dans les temps qui viennent, ce que je souhaite le plus vite possible, c'est que je prenne un peu de vacances avec mes petits-enfants. Ah, vous avez des petits-enfants? 3. 2 petites filles, un petit garçon, et une petite fille qui vit aux États-Unis, puisqu'on a une entreprise là-bas, que mon fils est devenu américain. C'est ça qui aujourd'hui vous préoccupe le plus? Les petits-enfants? C'est le monde qu'on va leur laisser? Je dois être sincère, je vous dis franchement que ce n'est pas une obsession pour moi. Oui. Je préfère œuvrer tous les jours à améliorer ça que de me morfondre sur l'angoisse d'un monde futur épouvantable, négatif, qu'on va leur laisser. Parce que je pense en plus que c'est très exagéré tout ce qu'on peut entendre par les médias. Qu'en même temps, s'il y a des formes de détérioration, il y a des formes d'autocorrection qui se mettent en place à des vitesses importantes. Qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses qu'on leur laisse, hein, la santé, les travaux sur la recherche médicale, enfin, l'organisation globale de la société, enfin, il y a tout de même beaucoup de choses qui avancent vite à l'échelle de l'histoire. Moi, j'évite de me laisser emporter par l'opinion publique, par toutes ces sortes de faux chevaux qu'embarquent les médias qui sont vraiment dangereux, quoi. Donc je n'ai pas cette obsession pour mes petits-enfants. Je fais ce qu'il faut de mon côté, j'essaye, hein, nul n'est parfait, mais moi je pense que les prises de conscience collectives, elles vont beaucoup plus vite qu'on le dit. Bien, ben écoutez, sur cette conclusion, nous allons terminer notre émission. Merci de ce petit voyage dans votre histoire. Merci.